Donc, je lance cette réunion d'une façon très formelle, vous allez voir, c'est très. J'ai mis les gants blancs, et j'ai mis la cravate, et j'ai mis tout ce qui était nécessaire pour vous faire cette présentation générale, accompagnée bien évidemment des personnes qui tous les jours travaillent pour faire avancer l'éducation thérapeutique et l'accompagnement en santé. Je vous dis ça. Alors d'abord, je voudrais saluer Marie-Liesse. Marie-Liesse, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on connaîtra, j'espère, de plus en plus en Nouvelle-Aquitaine. Marie-Liesse d'Auvergne qui vient de m'envoyer un message en disant qu'elle avait loupé le lien, qui était tombé dans ses spams. Voilà. Mais, euh, mais bon, on n'a pas fini de se rencontrer, de se parler. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est, je vous rappelle que cette plateforme, eh ben, elle va fêter le 5 décembre 2027. Elle fêtera son 10e anniversaire. Le temps passe. Avec, comme je le rappelais tout à l'heure, cette ambition de développer l'accompagnement et l'éducation thérapeutique. Je vais, si ça marche, euh, j'aimerais bien que ça marche. Voilà, voilà. Impeccable. Eh ben, ça ne marche pas. Si, voilà. Donc, je contrôle à distance l'écran et ça prend un peu de temps. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire un petit rapport moral. Je reprendrai la main pour vous parler des grandes structures de notre vie associative. Et puis ensuite, je passerai la parole à Catherine et à Joël pour vous parler d'activités 2025 et des perspectives 2026. Ensuite, à David Communal, vice-président, qui parlera de l'activité ETP 2025 en sport santé, avec également les perspectives 2026. Le rapport financier sera présenté par Alain, qui est notre trésorier. Monsieur Géron nous fera son rapport. Je reprendrai la main rapidement pour vous dire ce qu'il en est du prévisionnel 2026. Nous procéderons à l'ouverture officielle des votes, sachant que vous pouvez d'ores et déjà voter, je vous rappelle. On passera la parole à Philippe Marcoux, qui est notre référent régional en éducation thérapeutique à l'ARS, pour présenter la politique régionale. Ensuite, on passera à la fin des votes, on vous donnera les résultats et je conclurai très rapidement. Donc, ce rapport moral, je regarde juste. Voilà. Ce rapport moral, il est d'une grande simplicité. Euh, Vous savez sans doute que c'est un rapport général pour dire grosso modo comment nous ressentons l'année écoulée et l'année qui est en cours. C'est un texte de politique générale, mais chez Etna, la politique générale, se résume à peu de mots. C'est l'idée de concourir tous ensemble pour avancer sur ces questions fondamentales qui fondent aujourd'hui, à mon avis, la médecine contemporaine, c'est-à-dire la notion d'accompagnement en santé et évidemment d'éducation thérapeutique et singulièrement de l'activité physique. En 2025, en 2024, vous nous avez confié la coordination régionale de PEPS Nouvelle-Aquitaine. Et on en était heureux, mais il y avait un enjeu important et des missions assez compliquées. En 2025, on a pris en charge cette activité-là et on a constaté des choses fondamentales. La première chose qu'on a constatée, c'est une hybridation entre deux mondes qui s'ignoraient jusqu'à présent. En fait, si on part de l'idée que la santé et le sport sont des champs très différents, le fait qu'ils travaillent ensemble n'était pas évident. Et c'est pas parce que les pouvoirs publics pensaient que c'est une excellente chose que ça se fasse effectivement. Or, dans la région, le dispositif PEPS a été mis en œuvre par des personnes qui sont très souvent d'ailleurs les coordinateurs départementaux formés à l'éducation thérapeutique, peut-être aujourd'hui ils le sont entièrement, mais surtout ils étaient attentifs à construire ce métissage entre les deux mondes. Et c'est ce qu'on voit sur le terrain. Et on le voit
Et nous pensons que c'est évidemment, ces liens de coopération se font, euh, j'allais dire, au bénéfice et avec la complicité des usagers. En réalité, dans l'histoire du PEPS, ça concrétise très exactement ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre capacité à rassembler, à créer du dialogue, à favoriser la co-construction. Et donc, nous sommes convaincus aujourd'hui que les réponses les plus pertinentes naissent de l'intelligence collective et du croisement des expériences. Donc, on a accompagné ces nouveaux enjeux par une structuration renforcée. On a eu des personnes qui sont venues nous rejoindre, soit en tant que salariés, soit en tant que collaborateurs. Je reviendrai tout à l'heure pour les présenter, bien entendu. Alors, plus que jamais, en réalité, on a cette ambition, après presque 10 ans d'activité, de contribuer activement au paysage régional de la santé publique. Alors, Aetna, aujourd'hui, je le sais parce qu'on nous le dit, parce que nous on le ressent, parce qu'on nous témoigne du fait que nous sommes identifiés comme un acteur ressource. Et comme je le dis souvent, et je vous le répète ici, nous ne sommes pas un pôle d'excellence, nous sommes une plateforme et nous nous voyons comme une plateforme où circule la parole, une agora, où tout un chacun qui veut concourir à cet objectif très, très ambitieux et très pertinent de mieux accompagner les usagers et les acteurs de la santé, eh bien, plus on avance dans le temps, plus on voit que cette notion d'agora est pertinente. Et qui dit agora dit que, évidemment, ça peut pas se faire sans vous. En réalité, ce qui se passe, et ce qu'on voit là encore au quotidien, c'est que sans les adhérents, les partenaires, les bénévoles, les salariés, sans le fait que les gens veuillent travailler ensemble, on n'est rien. Mais rien du tout. Et par contre, l'esprit de coopération qui nous anime, je vous souhaite vivement que pour l'année en cours et les suivantes, cela continue. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie d'avance donc de nous accompagner dans cette aventure depuis presque 10 ans. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on n'en a pas terminé. C'était la première chose que je voulais vous dire. Je vais maintenant passer à la vie associative pour vous rappeler les structures sur lesquelles nous nous appuyons. Et ça va un peu vite. Voilà. Alors, l'association Aetna, c'est d'abord un principe de gouvernance qui est démocratique. Les personnes qui sont à la gouvernance parlent à égalité les unes avec les autres. Le conseil d'administration, comme vous le savez, ou je vous le rappelle au cas où vous ne le sauriez pas, est légèrement déséquilibré. 40% du conseil d'administration est composé d'usagers ou de représentants d'assauts d'usagers. 60% est représenté par les acteurs professionnels. Euh, toutes ces catégories d'acteurs sont regroupées dans 5 collèges, dont l'un est la coordination. La deuxième chose, c'est les acteurs de ville. La troisième chose, les acteurs de l'hôpital. Et puis, la quatrième catégorie, les ressources. Chacun de ces collèges est représenté chez les professionnels par 3 personnes et les usagers par, alors, ça va être 3 fois 4, 12 et 8, 20. Donc, les usagers sont représentés par 8 personnes. Le tout, 20. À l'intérieur de ce conseil d'administration est élu un bureau. Alors, je suis, en tant qu'usager, président de la plateforme et c'est une prescription statutaire. Je suis assisté par David Communal, qui est un professionnel spécialisé en activité physique, par Joël Barbry, qui est usager, malade chronique comme moi, Catherine Perrault en est la secrétaire, coordination, Laura Badel,
La secrétaire adjointe est également issue du collège de coordination. Alain Sanchez est un fort estimable trésorier et il est assisté par Marie-Josée Dos Santos, qui est également un usager. Ça, c'est notre gouvernance. Les instances fonctionnent notamment évidemment en Assemblée générale, avec une hausse par rapport à 2024. On avait 75 participants en 2024 et on est passé à 91 en 2025 et j'espère que cette année, ça ira encore mieux. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant encore, probablement, c'est le taux de participation à nos réunions. 75% des administrateurs assistent au conseil d'administration, 85% des membres du bureau assistent aux réunions du bureau. Et je peux vous le dire, moi qui ai l'habitude, évidemment, du fonctionnement associatif, ça n'est pas rien. Dernier point, le bénévolat, nous y passons à peu près le même volume d'heures qu'en 2024, puisqu'on est à 2712 heures. Et nous sommes assistés d'une équipe opérationnelle. Alors, je tiens à le citer parce que c'est l'âme de la structure, si j'ose dire. Donc, vous avez Paul Rigolier, qui est responsable de gestion administrative et financière, Alexandre-Antoine, de la coordinatrice générale et du développement du réseau, Fanny Genolini, qui est donc la coordinatrice PEPS et sport, santé, bien-être, avec l'arrivée de deux personnes, avec d'une personne qui est Nadine Lamarque, qui est notre assistante de gestion, et nous avons eu le plaisir d'accueillir Mirella Moffret, qui est en stage de santé publique. Et puis aussi deux personnes qui sont devenues absolument indispensables. Le premier est là depuis le début, c'est Raphaël Taïeb. C'est lui qui a construit le site Etna et qui vient de le réviser, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis Séverine Huguet, qui est notre spécialiste de communication, avec qui nous avons également grand bonheur à travailler. Est-ce que ça peut bouger? Veuillez me pardonner. Voilà. Donc, pour aller très très vite, l'idée est de vous dire 4 points fondamentaux. Premièrement, on a restructuré une nouvelle organisation qui tient compte des effectifs et des objectifs qui nous sont donnés. On, on participe de plus en plus aux instances décisionnelles, donc directement et indirectement par les comités scientifiques des COPIL, une participation également à CRSA, notamment en présentant, c'est ce qui a été fait il y a peu de temps, en présentant les nouveaux modes de partenariat entre usagers et professionnels de santé. Et puis, on a refondu le site Internet et enfin, on a poursuivi les actions de communication externe. C'est pas poursuite d'ailleurs, c'est plutôt de développer. Je vous invite évidemment à aller voir le site Internet. Vous vérifierez qu'il a été refondu. Il est encore plus lisible et il est encore plus accessible d'une façon générale. J'en ai terminé. Je passe maintenant la parole à Catherine et à Joël, qui vont vous présenter d'une façon plus détaillée les activités et les perspectives 2026, 25 et 26, bien entendu. 26. Je vais vous présenter l'activité donc 2025 et en parallèle de chaque mission, Joël va vous présenter les perspectives. Donc l'activité selon les 4 grandes missions d'Etna qui sont les usagers partenaires, la visibilité de l'ETP, la mise en réseau et la co-construction. Donc sur le premier, alors attends, ça bouge pas. Ça ne bouge pas à l'écran. C'est bon. Donc, sur la place aux usagers partenaires à ETP, d'abord, le point important qui est la bourse Etna pour la formation à ETP. C'est la 6e année de fonctionnement de cette bourse et on a 131 personnes qui ont bénéficié de ce dispositif d'aide.
Il y a eu quand même 24 bourses qui ont été accordées en 2025. On a 5 places au DU Passion Formateur à l'Université de Bordeaux. Et on finance la formation des 40 heures en ETP des 5 CMI, pour 5 CMI, donc il n'y en a pas que 5, mais pour 5 CMI, conseillers médicaux en environnement intérieur. Pour juste information, c'est un projet asthme à enfants qui doit être décliné qui doit mailler le territoire, en fait, un programme asthme enfant. Donc, on avait des CMEI encore à former. Et une construction d'une enquête auprès des boursiers pour savoir euh, si les personnes qui ont été formées, quelles activités elles ont en ETP. Sur la... Donc, on a... euh, attends, où est-ce que... ah, c'est moi qui bouge là, je suis désolée. Euh, ça... Alors ensuite, sur le baromètre de l'engagement, euh, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Excusez-moi, j'ai un problème avec mes slides. Sur le, Non, c'est il pas me de manque souci. une slide. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière parce que moi je n'y arrive pas avec mon, voilà. Donc, sur le baromètre de l'engagement des usagers partenaires en ETP, on a l'objectif était d'intégrer un usager partenaire dans 100% des programmes ETP de la région. Et en 2025, on a 30% de programmes qui disent collaborer avec un usager partenaire. Donc, lorsqu'on analyse l'évolution de l'engagement par rapport à 2023, on se rend compte qu'effectivement, sur 61 répondants, hein, c'est à peu près un tiers des personnes qui ont répondu, on a une progression sur l'ensemble des items. La majorité des usagers partenaires sont formés aux 40 heures. Il y en a plus de la moitié qui interviennent au moins une fois par mois. Ils sont globalement satisfaits de leur collaboration. Ils ont moins de 50% quand même sont rétribués pour leur implication, mais il y en avait 37% en 2023, donc il y a une progression. Et 83% au lieu de 63% sont mobilisés sur plusieurs missions au sein du programme. Donc ça, c'est plutôt une évolution qui est extrêmement favorable. Je laisse la main maintenant à Joël pour la perspective sur cet item. C'est J'attends impressionnant. le slide et je reprends la parole. Ouais, je ne peux pas bouger les slides, donc je vais... Voilà, Ok. ça y est. Sur la place des usagers partenaires en ETP et sur l'horizon 2026, le but était de lancer une enquête auprès de tous les usagers partenaires ayant bénéficié du dispositif bourse de formation pour se former en ETP, ce qui est déjà prêt. Puisqu'on est en 2026, forcément, il y a certaines perspectives que je vais nommer qui sont déjà actées. Hein. Et qui sont disponibles via le site internet Etna. Vous pouvez retrouver les données dessus. Le lancement de la première édition d'un baromètre auprès des équipes ETP en Nouvelle-Aquitaine qui collaborent avec un usager partenaire. On a vu que 43% c'était 43 je crois, hein, qui 43. participaient. Donc le but, il est de faire un baromètre aussi des équipes ETP qui collaborent avec un usager partenaire, qui collaborent déjà avec un usager. La mutualisation d'un baromètre de l'engagement des usagers partenaires en ETP Nouvelle-Aquitaine, ça c'est avec le pôle ETP de Bretagne. Donc en fait, il y a une mutualisation interrégionale qui est en train de se mettre en place sur des process que nous avons pu créer et qui ont mené à quelque chose de suffisamment efficient pour intéresser tout le monde. La bourse de formation en ETP pour 2026, 30 dossiers d'usagers et le financement, toujours le maintien du financement de 5 places pour le DU patient formateur au parcours en soins chroniques. C'est un maintien et surtout, c'est un DU qui est en cours, donc forcément, le financement est déjà acté.
pour 2026. La réalisation de 7 capsules vidéo de mission des usagers partenaires en ETP. Le but, il est aussi de permettre à tous les porteurs de programme, toutes les personnes qui envisagent de porter un programme et également les usagers partenaires, de pouvoir directement, par des capsules vidéo, voir les différentes missions et pouvoir en fait recadrer les principes attendus pour l'engagement des usagers partenaires. Des créations également de fiches additionnelles au guide de l'engagement des usagers partenaires en ETP, donc ce guide qui avait déjà été créé, qui est déjà disponible en ligne. Nous avons pu créer et rajouter des fiches à ce guide. Elles sont rédigées en collaboration avec l'UTEP de la Creuse dans le 23. Et donc, ce sont de nouvelles fiches qui peuvent parler des missions, des métiers, etc. Et de l'engagement. La co-construction de la formation portée par Promotion Santé. Donc, la formation, c'est développer et renforcer les compétences psychosociales et la littératie dans les programmes ETP. Nous co-construisons, c'est en cours, cette formation qui sera portée et en partenariat avec Aetna, donc Promotion Santé Aetna, et dispensée aux porteurs. Et enfin, le collectif santé, l'objectif était de lancer des journées en présentiel sur le partenariat en santé, la première ayant eu lieu le 8 juin dernier en Pyrénées-Atlantiques, qui s'est extrêmement bien déroulée en plus, et des prochaines à créer et à co-construire avec les équipes sur place. Je repasse la parole à Catherine pour une dimension nouvelle. Oui. Sur la deuxième mission, est-ce qu'on peut passer la slide? Parce que du coup, je suis bloquée. Je ne peux pas contrôler l'écran. Merci beaucoup. Améliorer la visibilité de l'ETP. Donc ça, c'est la deuxième mission d'Aetna. Donc quand on regarde la cartographie Aetna des programmes ETP, en 2025, la cartographie Aetna recensait 446 programmes en cours de fonctionnement. Les pathologies les plus représentées, les diabètes, maladies cardiovasculaires, enfin toutes les maladies là, que nous avons le plus sur les pathologies les plus représentées. La majorité des programmes sont dispensés en Gironde, 28%. Et les porteurs de programmes doivent mettre à jour leurs fiches sur la cartographie d'Aetna. En 2025, il y avait 45% des fiches seulement qui ont été mises à jour. Donc, j'alerte sur le fait que c'est une visibilité importante des programmes et qu'il y a vraiment une mise à jour par les porteurs de programmes à faire régulièrement sur ce site. Il y a un encart qui présente la cartographie Aetna qui est intégrée dans toutes les fiches de l'espace des usagers de la région. L'espace des usagers, pour explication, c'est dans tous les établissements de santé. C'est porté en général par le service qualité des établissements. Et donc, nous avons un encart sur chacun de ces espaces usagers de la région. Donc, c'était une visibilité qui est importante. Sur la slide suivante. Donc, la diffusion de l'information, les actions de communication que nous avons mis en place, on a une base de données assez conséquente de 9200 contacts, plus 37% par rapport à l'année d'avant, 3160 structures. Voilà, le site internet Aetna, il y a 12 000 visites en 2025, il y a une augmentation de plus 57%. La newsletter que vous recevez tous, 4 numéros qui ont été diffusés en 2025. Il y a des campagnes d'emailing qui ont été diffusées à 102 291 destinataires. Donc, il y a un très bon taux de couverture à 38%. C'est que, en général, les taux de couverture ne sont pas aussi importants. Donc là, on a quand même un très, très bon coup de couverture. La présence accrue sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube, vous nous avez certainement vu sur l'ensemble de ces réseaux-là, avec une augmentation des abonnés régulièrement par rapport à les années précédentes. Je laisse la main pour les perspectives à Joël. Dans ces perspectives et sur cette thématique qui est un des fondamentaux d'Aetna avec le développement de l'ETP, il y a bien sûr la promotion de l'ETP sur toute la Nouvelle-Aquitaine, ce qui devrait répondre à la question sur le chat.
Et donc, pour améliorer cette visibilité de l'ETP, nous essayons toujours de nous renouveler, mais d'essayer d'avoir une dimension la plus exhaustive possible. Donc là, les points de perspective pour 2026, c'était de faire connaître l'offre ETP aux professionnels libéraux et les mettre en lien avec les UTEP qui, eux, du coup, seront structures ressources sur les territoires pour dispenser vers les programmes. La cartographie améliorée de la plateforme Etna avec le croisement des données avec la base de données ARS et une campagne de mise à jour auprès des UTEP et porteurs de programmes ETP. Comme l'a dit Catherine à l'instant, le but, il est vraiment que cette cartographie soit le plus précise possible et que ces mises à jour qui sont qui sont faciles en plus à faire, mais qui sont à la disposition des porteurs de programmes et des UTEP, soient faites le plus possible et de manière le plus efficiente possible, et afin que cette cartographie soit à jour et un jour peut-être aux alentours de 100%. L'animation des réseaux sociaux, le LinkedIn, le Facebook et le YouTube d'Etna, qui constituent énormément d'activités sur la promotion des activités de l'éducation thérapeutique en Nouvelle-Aquitaine, toutes les capsules vidéo, etc., mais également le LinkedIn qui peut amener énormément d'informations sur ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine et en éducation thérapeutique, pas uniquement les actions d'Etna. C'est un rayonnement régional et interstructurel. L'enrichissement du site internet de ressources utiles. Michel en a dit un laïus sur la refonte du site internet. En plus de ça, nous cherchons toujours à l'enrichir de nouvelles ressources. La création d'une vidéo institutionnelle de la plateforme Etna qui est déjà disponible et ludique. La révision de la plaquette institutionnelle d'Etna. Et enfin, l'étude de la faisabilité du référencement de l'offre ETP sur la Nouvelle-Aquitaine dans le catalogue des services Mon Espace Santé. Pardon. C'est donc forcément en lien avec la délégation du numérique en santé. Je repasse la parole à Catherine. Alors, sur la troisième mission, qui est la mise en réseau. Alors, les partenariats, on a sur la mise en réseau des acteurs. Donc, les partenariats institutionnels, on a 23 rendez-vous avec des partenaires, les UTEP, les opérateurs ETP de la région, les partenaires régionaux, les pôles ETP, les partenaires France. Il y a 28 interventions, participations par rapport à l'intervention des événements. Donc, on intervient dans les formations du master ETP, des DU patients, formateurs, les journées de TP en région, les journées d'échange UTEP, les assurances, les maladies santé mentale, l'exercice coordonné, donc par rapport deuxième journée ETP santé mentale à Poitiers. Dans les autres régions, donc vous le voyez, on a quand même des participations qui sont Etna est présent donc dans la mise en réseau des acteurs. On a participé à la journée d'ETP, journée nationale d'ETP à Caen, avec au colloque patients formateurs à Rennes. Voilà, donc une participation extrêmement importante sur de mise en réseau, donc une mise en réseau des acteurs. On a sur la journée à Caen, vous le voyez dans l'encart là, donc la journée ETP à Caen, vous pouvez toujours regarder nos interventions sur le mini-site de ressources d'Etna. On a toujours nos webinaires qui sont d'ailleurs en ligne hein, sur le site. Je peux pas passer je peux pas tourner les slides, voilà. Donc Dans attendez. les perspectives pour le développement de la mise en réseau des acteurs de l'ETP, il y a également la carte interactive et avec l'animation du réseau des structures de ressources en ETP. Donc avec des journées régionales de structures ressources ETP à destination des UTEP. Elle s'est déroulée jeudi dernier et s'est parfaitement déroulée à ce sujet-là. De nouvelles également communautés de pratique en ETP. Donc nos COP en collaboration avec Promotion Santé Aquitaine et à destination des structures ressources en ETP de la région. Et enfin, un formulaire de recensement des contacts des UTEP et autres structures ressources ETP, DAC ou autres, et création d'une carte interactive des UTEP et des équipes mobiles en ETP, de manière également à pouvoir être toujours le plus exhaustif possible sur le paysage de l'ETP en Nouvelle-Aquitaine.
Notre quatrième mission, les webinaires Info NETP. Alors, en mai 2025, il y a eu le guide de l'engagement des usagers partenaires en ETP. Il y a eu 200 inscrits. En mi-2025, le rôle des pharmaciens en ETP, il y a eu 250 inscrits. En décembre, intégrer mon espace santé en ETP, comme vous le voyez, 250 inscrits. Et la plateforme a co-organisé et participé à d'autres webinaires avec ses partenaires, notamment le rôle des MSP en ETP, l'organisation de l'ETP en région et des temps d'échange de pratiques avec Promotion Santé sur la posture éducative à ETP où il y avait 25 personnes. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons toujours nos webinaires qui sont toujours en ligne et on a pour chaque webinaire, en plus de ça, des mini-sites dédiés donc dans lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources et l'ensemble des interventions qui ont été faites. Sur mon espace santé, bon, allez. Sur la communauté des pratiques, les COP en ETP, il y a eu 2 sujets traités l'année dernière avec Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, les compétences psychosociales en ETP et la construction du programme de la journée d'échange régionale en ETP sur le thème santé environnementale et ETP. Et il y a 3 commissions, il y a 3 commissions EDNA qui ont été mises en place, l'ETP de proximité que je copilote, l'activité physique et ETP, et partenariat en ETP. Donc ETP de proximité, on a une dizaine de membres dans cette commission, on a déjà eu 3 réunions. On était en attente de la politique régionale de l'ETP pour continuer, donc c'est chose faite, donc on va pouvoir continuer ce travail de commission. Sur ces perspectives de co-construction et de mutualisation des bonnes pratiques en ETP, Catherine a parlé de la GER 2026 qui a eu lieu le 28 avril sur la santé environnementale et les maladies chroniques. Ensuite, il y a la création d'une infographie sur les compétences psychosociales en ETP. C'est réalisé par les membres de la COP en ETP 2025. L'organisation de 9 groupes de travail régionaux en ETP. C'est en lien avec la politique régionale ETP 2026-2028 qui vient d'arriver. Je vous passe, mais les parcours diabète, cardiovasculaire, etc., qui sont ciblés dans ce projet régional. Et enfin, des webinaires info en ETP. 3 principaux, le concept de la responsabilité populationnelle, la santé mentale en ETP, DOPVA avec Promotion Santé toujours, et la douleur transversale en ETP. Je repasse la main à Catherine, pardon. Et voilà, pardon. Voilà. Je ne repasse pas la main à Catherine. Nous donnons la main à tout le monde pour vos questions. Pour vos questions, oui. On avait les 4 missions. Avez-vous des questions par rapport à notre présentation, aussi bien sur le rapport d'activité 2025 que sur les perspectives? Vous pouvez lever la main pour votre question. Hein. Je ne vois pas l'ensemble de l'écran. Je pense qu'il n'y a pas de main qui se lève, donc on va passer à la partie suivante. Oui, merci beaucoup pour votre écoute. Parfait, merci beaucoup. Donc, la partie suivante, c'est probablement le rapport de gestion. David, oui, bien entendu, la partie PEPS. Oh là là, je sens que je vais devoir courir vite pour échapper aux foudres de David. David, je te passe la parole. Merci bien et merci pour le bilan qui a déjà été fait, présenté. On va rajouter à ce bilan effectivement toute la dynamique du PEPS, comme tu précisais, Michel, au début, on a associé la dynamique du PEPS à Aetna. Ce lien, il se fait depuis maintenant plus d'un an au niveau régional. L'idée était de renforcer justement toute la dynamique du réseau. Alors attention, on est sur une dynamique qui n'est pas naissante sous Aetna, parce qu'auparavant, on avait déjà une dynamique qui était activité physique et ETP.
à laquelle a été rajoutée la dynamique du PEPS et qui donne plus de cohérence justement au programme. Mais le PEPS est un programme à part entière où on a été associé et puis missionné sur différentes étapes. Donc là, par rapport à ça, on est sur le renforcement de la dynamique du réseau PEPS avec entre autres, j'ai pu voir qu'il y avait quelques coordinateurs qui étaient présents, donc au niveau de certains départements, et puis Fanny qui fait partie de l'équipe. On a plus particulièrement fait sur l'année 2025 un gros diagnostic territorial avec un déplacement sur tous les départements, ou presque. Quand on n'a pas pu se déplacer, c'était vraiment parce qu'on était limité, mais bon, on a pu quand même s'entretenir avec les acteurs principaux et la gouvernance de chaque département. On a pu accompagner l'animation du réseau avec l'organisation, et là c'est Fanny qui a cette lourde tâche d'organiser les réunions mensuelles avec tous les coordos. Et puis on a pu mettre en place, puisque bon, ben, Fanny n'était pas là toute l'année dernière, puisqu'il y avait un super événement à, à accompagner qui était sa maternité. Euh, le reste de l'équipe, et je salue le travail qui a été fait par l'équipe de coordination qui a dû œuvrer pour l'organisation de séminaires en plus, toute une dynamique avec le COPIL qui était sur une dynamique régionale, et puis aussi le partenariat pour l'organisation de la journée régionale des maisons sport santé qui s'est déroulée à Périgueux au mois de novembre dernier, si je ne me trompe pas. Trois groupes de travail thématiques se sont développés cette année, et il y en a qui continuent, hein. Ces groupes de travail sont faits pour faire évoluer la dynamique du PEPS. Donc, c'était sur l'évaluation, comment faire évoluer aussi les documents PEPS au regard de l'évolution de la stratégie nationale sport santé. Donc, on est sur la nouvelle stratégie depuis septembre dernier. L'évolution du logiciel SAPA, qui est un logiciel spécifique métier sur la région Nouvelle-Aquitaine et uniquement en région Nouvelle-Aquitaine. En parallèle, on a aussi œuvré au développement des partenariats avec justement la mise en place d'événements régionaux, l'implication dans la structuration de la filière obésité. Et donc là, il y a sur l'adulte, mais plus particulièrement sur l'enfant. Donc je salue la présence aussi de Caroline qui représente le REPOP aujourd'hui. On a travaillé aussi sur les outils numériques avec les problématiques autour de la gestion et suivi des outils numériques existants, donc les plateformes de référencement. Donc là, aujourd'hui, on a la plateforme PEPS, c'est un site qui est à part, hein, peps-ana.fr. Vous pouvez aller le voir, le visiter. Et on a aujourd'hui 1249 structures qui sont référencées avec pas moins de 2462 activités sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc ça, c'est une base de données très, très importante et très riche pour les médecins prescripteurs, mais plus particulièrement pour les collègues qui font les évaluations, les bilans et qui ont besoin de structures pour orienter les personnes qui ont besoin d'activités plus particulièrement en sport santé. Alors, est-ce que je vais pouvoir passer ou pas? Merci. Les perspectives 2026, donc comme on a pu voir sur les différentes actions, on va renforcer l'animation régionale avec le maintien justement de temps réguliers d'échange. Donc, c'est toutes ces réunions mensuelles qui sont organisées au niveau de la coordination avec les référents de chaque territoire. Il y a un gros travail qui a été amorcé déjà dès la fin de 2025, mais qui va continuer et qui continue sur 2026 sur toute la problématique alors on va parler de RGPD, mais ça va plus loin que ça. C'est la sécurité des données, et donc c'est aussi les messageries sécurisées, tous les transferts d'informations et de données qui peuvent transiter autour justement de la dynamique du sport santé. Renforcement de la visibilité du dispositif, notamment à travers la mise à jour et l'harmonisation des supports de communication. Donc là, c'est surtout rendre visible et plus lisible l'offre sur l'ensemble du territoire. On a une structuration de l'offre d'activité physique adaptée sur le territoire avec des groupes de travail sur le recensement des activités physiques en établissement de santé qui se met en place, puisque tout ce travail était plutôt essentiellement centré sur tout ce qu'il y a hors des établissements. Et effectivement, dans les établissements type SMR ou autres, on a des activités qui sont développées. Et l'idée, c'est d'essayer de favoriser encore plus ce lien-là pour qu'il y ait une meilleure continuité entre
les prises en charge institutionnelles et hors institution. Et en renforcement des synergies entre le PEPS et l'éducation thérapeutique du patient. Donc là, c'était ce qui était cité déjà tout à l'heure avec cette idée de communauté de pratique des acteurs concernés, mais surtout pour qu'il y ait une continuité post-programme d'éducation thérapeutique et qu'il y ait justement une orientation privilégiée vers des structures qui sont justement de proximité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Je suis disponible et Fanny aussi pour répondre à vos questions. Ou n'hésitez pas à nous contacter aussi par mail. Allez visiter le site peps-na.fr pour avoir plus d'informations également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main digitalement en allant chercher réagir et lever la main. Sinon, eh ben, nous allons passer directement au rapport de gestion. Merci David. Donc, je passe la parole à Alain Sanchez. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais vous présenter le rapport financier. Je vais juste demander à Paul qu'elle descende les diapos parce que moi, je sais pas faire. Je suis pas très doué. Voilà. Donc, je vais vous commencer par vous parler du compte de résultat et des produits que nous avons encaissés sur l'année 2025. Donc, pour commencer, nous avons les adhésions. Donc, ça, c'est la partie, les 15 euros que vous versez généralement. Nous avons 102 adhérents, donc pour un total de 1530 euros. Ensuite, nous avons donc la subvention CEPOM, qui est de 257 000 euros. Le report en fonds dédiés qui correspond à des subventions antérieures, mais qui n'ont pas été décaissées au 1er janvier 2025. Donc, vous avez les vidéos et le PEPS. Ensuite, vous avez donc une subvention de l'ARS pour le PEPS de 45 000 euros. Tout ça, c'est des sommes qui ont été perçues sur l'année 2025. Une subvention du conseil régional de 20 000 euros, mais je vous en parlerai tout à l'heure. En fait, on n'a touché que 14 000 euros pour le moment et on a 6 000 euros qui doivent nous arriver par la suite. Et ensuite, deux subventions de la Drages. Et puis des divers pour 686 euros. Donc en fait, le total de nos subventions représente 342 000 euros, vous voyez, sur 365 000, ce qui fait quand même la grande majorité de nos produits. Concernant les charges, les salaires, vous voyez que la plus grosse partie de nos charges, ce sont les salaires et les charges sociales. Donc dans le détail, vous avez un peu plus de 140 000 euros de salaire et 48 000 euros de charges sociales, qui fait un total de 188 617. Les reports en fonds dédiés donc de 39 189, si vous voulez le détail, je vous les donnerai. Les dotations aux amortissements qui correspondent à l'amortissement de toutes nos immobilisations que nous avons, entre autres le site internet, plus diverses du mobilier, du matériel, de bureau, des ordinateurs, des choses comme ça. Une dotation aux provisions de 11 000 euros. Et donc là, dans ces 11 000 euros, vous avez les 6 000 dont je vous viens de parler. Je viens de vous parler sur le conseil régional parce que nous avons un doute sur le fait que nous allons pouvoir les encaisser ou pas. Donc, dans le doute, nous avons provisionné 6 000 de charges d'exploitation. Le FIR formation, qui sont des charges que nous avons utilisées, des formations que nous avons utilisées sur 2025. Idem pour le déplacement et la vidéo. Idem pour le PEPS. Et enfin, 19 332 de autres qui correspondent à des charges qui sont du loyer, qui sont des honoraires de l'expert comptable, des commissaires aux comptes, des frais de téléphone, enfin tout ce que l'on peut trouver dans une comptabilité classique. Voilà pour les charges. Donc là, dans l'actif immobilisé, donc vous voyez, dans l'actif immobilisé, vous avez que 3 866. En fait, ça correspond au montant brut des immobilisations. Donc, le prix d'achat de nos immobilisations déduit de tous les amortissements que nous avons pratiqués depuis leur date d'entrée. Donc, vous voyez que nos immobilisations sont quasiment toutes amorties. Il reste 3 866. Dans l'actif circulant, vous avez
sur ces 248 760, des disponibilités donc en trésorerie de 242 000 et puis autres divers, je dirais, de 7 664 euros. Dans les dettes, au passif, donc vous avez les fonds dédiés donc de 39 189 euros. Les provisions pour risque donc de 95 543, donc qui correspondent pour 80, un peu plus de 90 000, une provision pour risque qui sont des enveloppes que nous n'avons pas utilisées de l'ARS et qui sont susceptibles d'être reversées à ce même organisme. Et vous avez une provision de 5 000 euros qui est sur un litige. Voilà pour le passif. Les engagements bénévoles. Alors là, on a au nombre d'heures, Michel vous en a parlé tout à l'heure. Simplement, je voudrais juste attirer votre attention sur le montant qui peut apparaître au bilan, qui est légèrement inférieur, mais ça peut-être que soit l'expert comptable, soit le commissaire au compte, mais plutôt l'expert comptable pourra vous en parler. C'est parce on ne valorise plus tout le bénévolat de la gouvernance. Alors peut-être qu'on pourra avoir une explication plus précise de notre expert comptable sur ce sujet. Voilà. Donc, vous voyez quand même, ça représente quand même 1875 heures sur les 2700 qui sont de la gouvernance, c'est-à-dire le président, le trésorier, le secrétaire, le vice-président. Et voilà. OK. Ensuite, donc là, vous avez la répartition du compte de résultat par mission. Je ne vais pas vous le détailler, hein, vous le voyez comme moi à l'écran, donc voilà. La mission 1, 2, 3, 4, 5, vous l'avez en pourcentage de nos charges et de nos produits. Voilà, enfin, de nos charges. Oui. Voilà. Donc la conclusion de ce bilan financier, c'est que on a effectivement une nouvelle configuration de la plateforme Etna avec une première année complète de coordination au niveau du PEPS. David vous en a parlé. Et donc aussi une structure qui est en train d'évoluer au niveau de notre équipe salariée et bénévole. Euh, le deuxième point, c'est que la consommation des fonds qui nous sont alloués par l'ARS en grande partie, plus le conseil régional, plus la Bargesse, sont utilisés conformément à ce qui nous est demandé. Et puis, le bilan final, je dirais que l'équilibre financier de la plateforme est assuré. On a aujourd'hui une situation saine, une trésorerie saine, un résultat qui approche 975 euros, une vraie fortune. Et voilà, sur ce, j'en ai terminé. Je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de questions, contrairement aux autres rapports. Donc, je suis tout oui, j'ai une petite heure devant moi. Allons-y. Merci. Donc, avez-vous des questions? Je rappelle à toutes fins utiles que, par définition, si vous ne posez pas les questions maintenant, vous pourrez le faire ensuite. À la lecture des documents qui ont été communiqués, vous avez également le replay qui va être diffusé. D'une façon générale, notre principe, c'est évidemment tout le temps de répondre à toutes les interrogations et toutes les demandes particulières. Alors, Alain a invité notre expert comptable à prendre la parole. S'il souhaite prendre la parole, je serais ravi pour qu'il nous fasse un petit commentaire avant ensuite de passer la parole au commissaire aux comptes. Est-ce que Guillaume Cochard est dans la pièce? Merci, Monsieur le Président. Simplement un complément d'information par rapport à ce qui a été dit par votre trésorier. Effectivement, les contributions volontaires en nature, dans les comptes annuels tels qu'ils sont présentés de façon normative, la valorisation des contributions volontaires en nature, l'objectif est de donner à un lecteur extérieur une vision de ce qui de ce qui fait partie des ressources de votre association sans avoir de flux financier. Je vais vous donner l'exemple des bénévoles qui a été évoqué par le trésorier. En fait, quand un bénévole participe à l'activité, là je parle bien d'activité de l'association dans son objet, dans la réalisation de ses missions, eh bien en fait, le bénévole donne de son temps et en face, on a une utilisation de cette ressource. La participation à un comité, la participation à de l'activité particulière.
L'idée, c'est de dire, si on n'avait pas la participation de ces bénévoles pour nous aider dans la réalisation de l'activité, eh bien, il faudrait aller chercher des ressources supplémentaires pour financer des prestataires qui réaliseraient l'intervention dans le cadre de l'action de l'association. Voilà pour la raison pour laquelle n'apparaît dans les contributions volontaires en nature que les temps passés sur des actions ou des activités de l'association. Bien évidemment, le temps de la gouvernance est aussi un temps important pour l'association. Je pense que tout le monde en a bien conscience, mais on n'a pas cette notion de contrepartie, d'aller chercher des ressources si la gouvernance n'était pas tenue par les membres de l'association et les bénévoles, puisque ça ne peut être que des membres de l'association qui sont à la gouvernance de l'association, donc on ne pourrait pas faire appel à des prestataires extérieurs. Voilà, simplement en termes de complément par rapport à ce qui vous a été présenté par le trésorier. Merci beaucoup, Monsieur Cochard. Alors, je le dis ici, nous n'avions pas l'habitude de travailler avec un expert comptable, mais le renforcement de la structure et surtout les nouvelles missions qui nous sont confiées nous ont amené à une complexité de gestion telle que le recours à un expert comptable se révélait absolument indispensable. Merci beaucoup, Monsieur Cochard. Alors, je vous dis un de ces Je vous en jours, prie. on n'a pas fini de se parler. Voilà. Tout à fait. Je voudrais maintenant passer la parole au commissaire aux comptes de la plateforme pour qu'il nous donne son opinion sur la sincérité des comptes. Et avant qu'il parle, j'ai une demande de Madame Schwartz. Est-ce que vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je comprends la différence entre euh, l'état de gouvernance et le bénévolat qui n'est pas répertorié et le bénévolat face à des actions en tant que telles. Mais moi, je pense que vraiment, il faudrait quand même que le bénévolat de la gouvernance soit à un moment donné, alors peut-être sous une autre forme, mais également mis en avant. Parce que si demain, et là, je suis en train de lutter pour les associations. Si demain, les associations s'arrêtent, c'est un peu l'État français qui s'arrête, hein, parce qu'on est quand même le premier employeur en France, bénévolat et employés compris. Ça, c'est mon avis. Voilà. Donc, je ne sais pas à qui je laisse la parole pour répondre à cette question, mais voilà, enfin, moi, ça me semble essentiel à un moment donné de faire ressortir tout ce temps que l'on donne, je dis on parce que je suis président de l'association, et puis même de toute façon, que l'on donne régulièrement, bénévolement, pour défendre des valeurs. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravi de votre réaction. Voilà, parce que effectivement, et puis j'observe également, mais ça nous le savons quand même, hein, c'est que comment dire, les financeurs regardent le volume du bénévolat avec beaucoup d'attention, parce Mm. que ça leur donne une juste mesure de l'engagement des personnes qui travaillent dans les associations support, puisque c'est notre cas. Mais merci beaucoup, Madame Schwartz. Franchement, je vous suis extrêmement reconnaissant. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Je vais donc passer la parole à notre commissaire aux comptes, s'il est toujours dans la pièce. Oui, bonjour à tout le monde. Merci, Président. Par rapport à la lecture du rapport, alors je fais juste une réponse à l'intervention précédente. Effectivement, l'information donnée sur l'organisation de l'association est importante. Mon confrère a effectivement évoqué le fait que on était sur la partie financière et donc l'utilisation des fonds publics pour financer une part qui n'est pas financée, cette partie bénévolat. Mais il y a effectivement un grand débat sur ce volume de bénévolat et ce que ça représente au niveau de l'associatif et du financier qui en découle. Voilà, mais c'est effectivement la discussion peut être ouverte là-dessus. Au niveau de mon rapport, je ne fais pas. Alors, je vais commencer en remerciant l'équipe d'Etna, en complément de l'intervention de mon confrère, et particulièrement à Mme Rigolet pour sa disponibilité auprès de mes équipes sur notre mission. Nous intervenons toujours un petit peu, alors, soit en amont, soit en aval de l'exercice d'arrêté des comptes pour regarder un petit peu l'organisation de l'association
Et comme je dis souvent en association, ma mission est là pour vérifier que les fonds qui vous sont alloués sont bien utilisés pour l'objet de la dotation. Donc, par rapport à cela, nous avons fait nos missions et nous certifions les comptes tels qu'ils ont été présentés à l'Assemblée. Il n'y a pas de réserve. Nous avons simplement fait une observation cette année, qui est une observation liée à la norme comptable qui a changé pour l'année, à partir de l'exercice 2025, puisque la norme comptable est assise maintenant sur l'ANC 2022-06. Et donc, l'association est bien en phase avec cette nouvelle norme qui est applicable. Donc, c'est la seule observation que l'on a fait. Et sur nos travaux, qui m'a permis de certifier les comptes, comme chaque année, je dirais, parce que c'est quand même le nerf de l'association, nous avons regardé effectivement l'attribution des subventions avec les conventions qui ont été signées, mais aussi la gestion des fonds dédiés, puisque effectivement les missions s'étalent dans le temps et comme l'a très bien dit le trésorier, il y a des missions qui se font, des missions qui se font pas, et donc avec un risque de récupération des fonds qui ont été alloués pour cette mission-là. Donc tout ça, ça a été analysé mission par mission pour donner lieu soit du fonds dédié, soit une provision de risque de restitution des fonds. Donc ça, c'est le travail qui a été fait et au niveau de notre mission. Voilà, au niveau du rapport. Au niveau du rapport, alors, vous verrez dans mon rapport, au niveau de la partie juridique, euh, quand j'ai, quand j'ai établi mon rapport, je n'avais pas encore le rapport de gestion et le rapport du président. Donc, j'ai fait une mention en disant que je n'avais pas eu, à ce moment de la signature de mon rapport, la lecture des rapports, mais j'ai assisté à l'Assemblée générale et je peux vous dire que les comptes qui vous ont été présentés, les informations qui vous ont été données correspondent bien aux comptes que j'ai audités. Donc, il y a pas de souci là-dessus. Voilà. Mais dans mon rapport, au moment où j'ai signé mon rapport, puisqu'on a des délais pour établir le rapport, je n'avais pas eu l'occasion de lire ces informations-là. Voilà au niveau de mon rapport à l'Assemblée générale sur les comptes 2025 de Edna. Merci beaucoup, Monsieur Géron, et je suis ravi d'apprendre qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Faut tout vous dire. Euh, voilà. Merci beaucoup. Ça nous permet de demander évidemment aux adhérents de valider les comptes. J'en profite pour rappeler qu'ils peuvent procéder par vote à distance via Ballotilo, ce qui est un système qui permet de préserver l'anonymat et qui donne toutes les garanties justement vis-à-vis de la réglementation générale de la protection des données. Je vous remercie infiniment, Monsieur Géron. Je vous renvoie à vos obligations habituelles et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au Voilà. revoir. Partie suivante, donc, je vais aller très vite sur le prévisionnel 2026. Si on veut bien passer, alors peut-être que c'est moi qui vais demander le contrôle, non, pas. N'allons pas trop vite. Voilà. Donc, la partie suivante, s'il vous plaît. Le prévisionnel 2026, écoutez, je vous dis simplement la chose suivante, c'est que 2026, évidemment, on est en mois de juin, donc la moitié de ce qu'on a prévu est consommé par définition. C'est un prévisionnel relativement facile à faire, tout simplement parce que on est dans la ligne de 2025. On a, comme vous pouvez le voir, un peu plus d'adhésion. Je me permets de penser qu'on ira peut-être un peu plus loin que 1530 euros parce que ça correspond à 102 adhérents et qu'on en aura plus d'ici la fin de l'année. La subvention CEPOM est évidemment maintenue. Je rappelle que c'est un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. La subvention PEPS également est globalement maintenue, sinon augmentée. Et nous avons donc le report des fonds dédiés constaté à fin 2025 qui vient donc en complément. Ça, c'est du côté produit. Le côté charge maintenant. Eh ben, la masse salariale et donc avec les charges associées, c'est la masse budgétaire, c'est évident. Comme vous pouvez le voir, c'est en légère augmentation, mais tout simplement parce qu'il y a eu des mouvements de personnel. Nous avons eu le départ
de Madame Riscala et l'arrivée de Nadine. Et puis aussi, nous avons accueilli, je le rappelle, Mirella Mauffret, qui est en contrat de professionnalisation. De toute façon, d'amortissement est extrêmement faible, vous le voyez. Et le solde des dépenses, on a tout comprimé. Et vous voyez que nos prévisions ne sont pas très optimistes, mais d'une façon générale, le prévisionnel est construit de façon à ce que les produits et les charges se compensent et qu'on se retrouve avec un excédent de 0 € 0 centime. Voilà, ça c'est ce que je voulais simplement vous dire. L'année 2026, c'est une consolidation en termes économiques et financiers. Voilà. Page suivante. Avez-vous des questions par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire? N'hésitez pas, surtout pas, mais je vous le rappelle, on est à votre disposition bien après pour répondre à l'ensemble de vos questions. Pendant ce temps-là, donc, je demande à Paul en particulier de dépouiller les votes. Alors, soyons clairs, nous aurions pu avoir des scrutateurs, mais très franchement, compte tenu des garanties qui nous sont données, nous avons peu de complexité à vous assurer que tout ceci est fait dans le respect des droits des adhérents. Donc, Michel, je vous je me abandonne permets 10 secondes pour regarder ce qu'il en est et je reviens vous voir tout de suite. je me permets juste pour compléter effectivement les adhérents 2026, donc les personnes qui sont à jour de leur cotisation, ont reçu hier, il y a 24 heures tout pile, parce que c'était aux alentours de 13h15, leur lien de vote personnel et anonyme, Ballotilo. Alors, est-ce que on a les résultats, Paul? Oui, on a les résultats, ça vient. Attends, je voulais juste proposer Vas-y. à Marie-Josée Hay de Oui. rebondir sur les propos sur les propos des violences sexuelles. Merci beaucoup parce que je vous mettais un petit mot justement. Donc je me présente Marie-Josée. Je suis présidente de l'association En Parler qui organise principalement des groupes de parole à destination des victimes de violences sexuelles et de leurs proches. Mais je suis aussi patiente partenaire au sein du Centre régional psychotrauma. On a mis en place un ETP qui s'appelle Traum Éduc à destination des victimes de violences sexuelles souffrant d'un TSPT complexe. On est sur le 10e groupe là, on est suivi par l'ARS puisque ça a été labellisé en 2024. L'objectif de cet ETP, c'est de sensibiliser autant les patients que les professionnels et l'objectif de ma venue vers eux parce que, ok, il y a la violence sexuelle en elle-même, mais il y a toutes les conséquences et les incidences sur la vie de l'individu. Et pour beaucoup, ce sont des pathologies chroniques qui ne sont pas forcément bien entendues par les professionnels de santé. Donc, que l'on étende les réflexions de l'ETP sur les violences sexuelles, écoutez, je suis bien contente d'être là, c'est une très grande nouvelle pour moi. Merci beaucoup. Et je voulais vous dire que j'étais aussi associée aux travaux du Centre national ressources et résilience, qui développe aussi des travaux de réflexion sur les traumatismes, les incidences du psychotraumatisme complexe sur les traumatismes de ce type-là. Et la réflexion sur une prise en charge en psychiatrie, une prise en soins, mais qu'est-ce qu'on fait quand le thérapeute a dit ben voilà, on estime que vous êtes soigné. Donc, je vais pas m'étendre davantage. Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle et j'espère qu'on fera beaucoup de choses sur les violences sexuelles à l'avenir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de prise en charge. Merci beaucoup, madame, et je peux vous le dire, mais c'est personnel, je prendrai contact avec vous parce que je pense que c'est très très important pour l'évolution de cette société en particulier. Il y a vraiment un travail essentiel à faire. Ça nous fixe des horizons beaucoup plus vastes encore que ce qu'on fait aujourd'hui. Et faut le dire quand même, hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Paul,
avons-nous a- avons-nous voté? Je vais partager l'écran avec les résultats. Hop. C'est bon. Ok. Donc, voilà pour les votes. Donc, sur la résolution numéro 1, approuvez-vous le PV de l'AG portant sur l'exercice 2024 qui a eu lieu le 24 juin 2025. Donc, ça, c'était le PV de l'AG de l'année dernière qui était rangé sur l'espace adhérent et donc accessible aux adhérents 2026, donc sur l'espace adhérent du site dont ils ont pu prendre connaissance. Donc, celui-ci est approuvé à 42 voix contre 4, enfin contre 4 s'abstiennent. Donc, le oui l'emporte à 100%. Puisque c'est la majorité. Est-ce que le rapport d'activité 2025 est approuvé également pour 45 voix pour et une abstention? Tous les documents avaient été mis à disposition sur l'espace adhérent du site. Voilà, c'est le cas pour chaque résolution. Le rapport de gestion 2025 est approuvé à 44 voix pour et 2 abstentions. Les comptes 2025 sont approuvés à 45 voix pour et une abstention. L'affectation du résultat est approuvée à 42 voix pour et 4 abstentions. L'affectation du résultat étant ce que le comptable confirmé par le commissaire aux comptes ont proposé pour affecter le résultat des comptes. Pour l'absence de convention réglementée, effectivement, donc les conventions réglementées, juste pour rappel, sont les conventions ou les contrats passés entre l'association et une personne membre, directement ou indirectement par une personne morale. Ça n'est pas le cas dans le cadre d'Etna pour 2025, donc on votait l'absence de convention réglementée. Donc il y a eu 32 voix pour et 13 voix qui s'abstiennent, probablement effectivement par doute sur ce que ça voulait dire. Concernant le prévisionnel de gestion 2026, il est approuvé pour 42 voix pour et 4 abstentions. Merci Paul. Bon, j'en déduis que vous n'êtes pas à ce point-là contre la qualité du travail que nous faisons. Avez-vous des remarques particulières à faire? Je ne pense pas. Écoutez, il est maintenant 13h45. Je vais vous faire les conclusions les plus rapides du monde. Je nous souhaite de continuer comme ça. Je nous souhaite de nous écouter mutuellement. Je nous souhaite de travailler ensemble. Je nous souhaite de rebondir sur les idées. Je nous souhaite de faire le constat qu'on n'a pas suffisamment de sous pour ça, clairement, mais que nous travaillons pour le bien commun. Je dis toujours à la fin de mes interventions maintenant, ça y est, je suis très républicain, je nous souhaite plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité. Ça a l'air de rien, mais en éducation thérapeutique, ce sont des valeurs de base. Voilà. Je tenais quand même à vous le dire, à vous remercier infiniment de votre présence et à vous dire à bientôt, bien entendu. Merci beaucoup.